Dimitri Pavlenko. Le 15 mars 1968, dans les colonnes du journal Le Monde, un édito paraît titré « La France s'ennuie ». Les convulsions du monde sont loin. Le général de Gaulle s'efforce de dramatiser la vie quotidienne sans grand succès. Les Français s'ennuient. Pas vraiment malheureux, pas totalement prospère non plus, mais pas spécialement fier ni ardent, un peu anesthésié. Ça vous rappelle rien? Ça ressemble beaucoup à la séquence actuelle, où vu de Paris, la guerre en Ukraine ronronne sans qu'on ait grande prise sur les événements. L'inflation pique un peu, mais on sait que c'est pire ailleurs. On a cette impression d'avoir les mains pleines, mais pas de bras, d'une certaine vulnérabilité française. Cette impression aussi d'un président réélu depuis un mois jour pour jour, mais qui joue la montre, une forme d'attentisme, voire d'abstention gouvernementale. On ne sent pas d'énergie. Alors, je posais la question, qu'en pensent nos éditorialistes du jour? Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Dimitri Pavlenko. Pardonnez-moi. Et quand on vous écoute, on ne s'ennuie pas. Ben oui, non mais voilà, c'était un peu l'humeur du jour. Je trouvais, la France s'ennuie. Ça fait 2-3 jours que je pense à cet édito et je me dis, tiens, c'est vrai que ça ressemble à notre époque. Bonjour Jean-Christophe Gallien. Bonjour. Politologue, conseiller en communication. Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Bonjour Figaro. Dimitri. Ce qui me frappe, Vincent, je commence avec vous. Le fait politique majeur de ces derniers jours, c'est quoi? C'est Kylian Mbappé qui reste en France. J'exagère à peine. Ben oui, c'est le pain et les jeux plus que la politique et la vie civique. Et ce qu'on voit dans la vie politique, c'est que, je ne sais pas si la France s'ennuie, mais Macron commence quand même avec des petits ennuis, beaucoup de petits ennuis. Il n'y a pas de souffle après la nomination du gouvernement Borne. Il y a cette affaire Abad qui, dans tous ses aspects, montre une dégradation extraordinaire de la vie publique. Il y a des nominations complètement inintelligible sur le plan de la vision, quand dans le même gouvernement, vous avez Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin, Pape Ndiaye et Bruno Le Maire. Comment voulez-vous trouver une cohérence pour savoir quelle sera la ligne de ce gouvernement? Il y a un moment où le en même temps devient simplement de la confusion ou du casting. Et cela a pu fonctionner autrefois parce qu'il y avait un élan et une forme baroque donnée par le président de la République qui palliait à tout ça. Et là, il n'y a plus cet élan. On ne sait pas quand sera faite la réforme des retraites, on ne sait pas quand sera faite la réforme pouvoir d'achat. Alors qu'on pensait que le grand avantage d'être réélu pour un second mandat sans avoir eu de cohabitation, c'est la particularité de la réélection d'Emmanuel Macron, c'est que, tel un lance-pierre, il pouvait continuer le programme réformateur. Or, on sent comme on a une mise à l'impression qu'il ne sait pas quoi faire de son mandat. Ouais. C'est vraiment l'impression que l'on a aujourd'hui. Il a gagné, il a accompli une performance inouïe, puisqu'il est le premier à avoir réussi cela, et que maintenant, il est comme désemparé, et ça fait beaucoup songer à Jacques Chirac en 2002, c'est la grande crainte que l'on peut avoir. Du roi fainéant, c'est-à-dire Chirac, qui, raconte-t-on, arrive devant ses conseillers après avoir gagné, et qui dit, à partir de maintenant, je veux plus d'ennui. Ouais. Bon, je ne crois pas que Macron soit dans cet état d'esprit, mais c'est quand même la grande tentation du deuxième mandat. Jean-Christophe Gallien. Non, je ne crois pas que Emmanuel Macron va rester devant la télévision et boire qu'est-ce qu'ils buvaient des bières qui décapsulaient comme ça, regarder des matchs de Roland Garros, puisqu'on est à Roland Garros, ou la prochaine Coupe du Monde qui arrive pour faire le lien avec le Qatar. Non, c'est simplement qu'on est impatient. Ouais. Alors moi, je crois qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. On a vécu combien de temps sous la coupole sanitaire, où il ne se passait rien. Il n'y a pas eu de réforme, ça fait un moment qu'il n'y a plus rien en fait, en réalité. Le mot réforme, c'est un mot, lancé comme ça, puis après on a eu malheureusement la guerre en Ukraine, et on est passé par 15 jours, 2 semaines, 3 semaines de campagne présidentielle. Et donc la grande victoire, c'est 3 semaines de campagne présidentielle, donc ça ne crée pas de souffle. On n'a pas nettoyé les artères de la vie démocratique. On n'a rien fait. Donc de toute manière, pour le coup, ça n'a pas été joué. Donc la législative, elle est dans la continuité. C'est-à-dire que cette période-là est hallucinante, je suis d'accord avec vous. 3 semaines, 4 semaines où il ne se passe rien. Oui. L'affaire, c'est l'affaire Abad. Effectivement, on annonce un gouvernement le vendredi presque en précipitation parce qu'on sait que Kylian Mbappé va annoncer le fait qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Parce que d'ailleurs, le président de la République lui-même a dit qu'il était intervenu, que l'ancien président de la République, pas précédent, mais celui d'avant, qui est toujours dans les tribunes du PSG, eh bien lui aussi est intervenu et a dit des choses à Kylian Mbappé, c'est-à-dire pas seulement au prince du Qatar, mais aussi à Kylian Mbappé. Donc on est dans ce contexte-là. Et ça aujourd'hui, si vous voulez, c'est aussi une réalité, c'est que on a une forme de César impérator qui a gagné une deuxième fois, qui est donc en liberté, qui est forme de liberté, mais qui aujourd'hui peut-être ne sait pas trop quoi faire. Moi je pense que si, je pense qu'il sait qu'il a une période économique qui va lui rendre service, que le chiffre d'affaires de l'État va augmenter tranquillement, que la marge de l'État va augmenter tranquillement, parce qu'on aura dans nos poches nous, et donc il est tranquille pour 3 ans, je veux dire. Ça c'est très clair, monsieur le maire.
ministre de l'économie et lui-même seront célébrés dans 2 ans et demi. Il est tranquille pour 3 ans. Voire, j'ai envie de vous dire, il y a ce sondage Elab, Guillaume Bigot, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. On demande aux Français, enfin aux sondés, à l'échantillon sondé, ce qu'ils pensent du gouvernement Borne. 58% mécontents, 65% doutent de son efficacité et particulièrement pointé du doigt, dont le manque de renouvellement du casting avec 15 ministres sortants reconduits sur 28 et aussi une absence de poids politique face à l'Élysée. Ça, c'est souligné par les résultats de ce sondage. Déjà, l'effet du quinquennat qui tend naturellement à transformer le président de la République en un super Premier ministre, donc le Premier ministre de facto en un chef de cabinet. Le profil de Madame Borne ne fait que souligner au stabilo, je sais que vous aimez bien les stabilos, cette vérité. En effet, Madame Borne, ça a mal commencé, puisque Madame Borne, c'était le choix initial. Oui, et puis je rappelle quand même dans le rituel démocratique, quand un Premier ministre est nommé, on attend normalement un discours de politique générale à l'Assemblée nationale assez rapidement. Or là, on voit bien qu'il y a une latence d'1 mois. Je pense que ce discours, il n'aura pas lieu avant la fin du mois de juin. Et les deux phénomènes qui ont décrit mes camarades sont convergents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de ligne de force, il n'y a pas d'horizon. Je vous signale que le livre qui avait un peu propulsé, c'est pas le livre tout seul, mais enfin, ça en disait long sur à la fois l'ambition, l'allant, le côté on va tout changer, ça s'appelait Révolution en 2017. Voilà, maintenant on parle de Renaissance, donc on n'est plus tout à fait dans la Révolution. Bonaparte disait, je crois, la Révolution s'arrêtera aux bornes que je lui fixerai. Voilà, c'est pas pour faire un bon mot, mais il y a quelque chose quand même, comme un point d'arrêt, quoi. En fait, d'autant que cette dévalorisation de la fonction, même de Matignon, elle s'est vue également au fait qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont refusé, semble-t-il. Donc je suis d'accord, il y a pas mal de signes noirs gouvernementaux, pour ne pas parler des signes noirs à l'extérieur. L'inflation, la guerre en Ukraine, le reconfinement de Shanghai, etc. Tout ça ne démarre pas en fanfare. Et de toute façon, à l'origine, cette idée de vouloir rentrer dans l'histoire avec comme grande œuvre d'augmenter de quelques trimestres, de quelques années, le temps de cotisation pour les retraites. Oui, pas seulement, il y a d'autres... la transition écologique... Projeter un grand pays, une grande nation comme la France, dans les décennies à venir, en réglant un problème qui est un problème technique, qui est un problème technocratique, économique, j'en disconviens pas, mais d'en faire le grand axe mobilisateur. Bon, dans l'imaginaire politique, ce qu'on appelle les réformes, c'est 2 choses. C'est à la fois les grandes orientations de politique économique, la feuille de route envoyée par Bruxelles, par les actionnaires de Bruxelles, qu'il faut mettre en œuvre. Et deuxièmement, c'est aussi quand même le monde Thatchero-Réganien qui est un peu vieux maintenant, c'est les années 80. Vous dites, Dimitri, vous disiez, vous citiez le célèbre édito « La France s'ennuie », mais il ne faudrait pas oublier aussi que la France s'inquiète. Et qu'il y a une immense disproportion entre l'atmosphère politique ou du monde politique et la réalité de ce qu'est le pays. Si on travaille un peu sur le corps social français, et il y a énormément, heureusement, de sociologues qui le font bien, puis si on fait des reportages, les journaux le font, etc. Jérôme Fourquet le fait sur 2 pages ce matin dans les colonnes du Figaro, je le signale. On voit une France où les riches et les vieux sont opposés, les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, les campagnes et les villes, le problème de l'immigration qui se surajoute à tout ça, et donc un pays qui est disloqué et qui a besoin de trouver une unité. Et cette unité, dans le discours, les interventions d'Elisabeth Borne à la télévision ou dans les interventions, les pastilles d'Emmanuel Macron depuis qu'il a été élu, on ne le voit pas. On a simplement quelques éléments techniques, on a ce grand mot de concertation et de consensus, où on a l'impression d'un immense grand débat dont on ne sait pas ce qui va en sortir, mais les mots posés sur ce réel, ils n'existent pas. Et c'est ça qui est inquiétant. On a quand même l'impression aussi que cette fameuse nouvelle méthode annoncée par Emmanuel Macron et qui semble-t-il... Nouvelle méthode pour une vieille réforme. Oui, pour une vieille réforme, mais avec comme nouvelle méthode cette idée de la concertation permanente, ça vise surtout à éviter l'explosion sociale. On sent, et c'est un non-dit d'une certaine manière... Mais c'est le grand débat. C'est le grand débat perpétuel. Or, le grand débat, c'est une invention, une intuition de François Bayrou qui consiste à apaiser le pays en rentrant dans une délibération qui ne conclut jamais. Et à la fin, il n'y a pas d'autre avancée que ce débat qui devient une fin en lui-même. Donc si c'est ça le projet du quinquennat, on peut penser que ce sera un quinquennat beaucoup moins innovant et réformateur que ce qui avait été promis. Jean-Christophe Galéen. Moi, je pense qu'il faut espérer malgré tout qu'il y ait un sursaut post-législatif. Je pense que
Vous pensez que ça va s'accélérer? Non, je le redis, je pense qu'il y a des étoiles pour Emmanuel Macron qui ont été, depuis le début de son mandat, finalement, on dirait qu'il a eu la baraka, quoi, finalement. Et même les malheurs, si vous voulez, les malheurs français, les malheurs du monde, sont ses bonheurs à lui. Et c'est ça qui est assez fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le redis, c'est assez simple. Notre vie, vous avez raison, ces divisions. Alors moi, je suis moins d'accord avec Fourquet sur l'idée de ces multifractures. C'est un matériau composite, mais il n'y a pas autant d'opposition que ça. Il y a une opposition, il y a une réalité entre, pour le coup, l'urbain et le rural, et une sorte de rural, si vous voulez. Ça, c'est très clair. On voit des Frances très différentes, 2 France, voire 3 France qui cohabitent. Ça, c'est très vrai. Et qui ont trouvé en plus des objets politiques qui les ont représentés dans un moment, notamment le premier tour. Mais après, voilà, on n'en fait plus rien. Et vous avez tout à fait raison, il ne se passe plus rien. Et ce matériau composite, c'est à la fois la chance, c'est le marketing politique d'Emmanuel Macron. Depuis le début, son gouvernement le décrit parfaitement bien. C'est ça, sa géographie politique. Maintenant, lui, je pense qu'il s'appuie. C'est aussi la barricade, cette inflation qui va nous vider les poches à nous, mais qui va remplir les poches des États, pas seulement celui de la France, si vous voulez. Et donc, encore une fois, je le redis, ce chiffre d'affaires, vous verrez, c'est à peu près ce que tout le monde voit dans beaucoup d'endroits. Le projet de loi pouvoir d'achat, ça va coûter minimum 20, 30 milliards. Oui, mais vous le financerez très tranquillement à côté parce que vous continuez à emprunter à taux négatif. Non pas taux négatif réel, mais à taux négatif. Alors, donc, je veux dire, la réalité pour un gouvernement aujourd'hui est beaucoup moins sombre qu'il y a quelques années. Et ça, c'est fondamental quand vous êtes à la tête d'un État et que vous raisonnez de manière très macro, pour M. Emmanuel Macron et M. Le Maire. Ça, c'est très bien. Peut-être, au fait, on s'aperçoit qu'Emmanuel Macron raisonne à très court terme. Il s'était donné une image par son livre Révolution, par le terme de renaissance, par les hautes figures qu'il s'est mises en surplomb de lui-même, comme s'il pensait loin et qu'il était le président pour les 50 prochaines années. Et en fait, c'est un maître dans l'art du moment politique pour essayer de franchir l'obstacle qui est devant lui, mais que cet obstacle est un obstacle à très court terme et qu'on ne voit pas de vision de moyen ou de long terme. Et ça se vérifie dans ce qui est, ce que Cécile Cornudet des Échos appelait le grand swap, à savoir pouvoir d'achat, retraite. Retraite était l'urgence prioritaire il y a 2 mois. Et ben non, c'est passé au pouvoir d'achat. Les circonstances commandent le ton du moment. Je ne dis pas l'action, puisqu'il y a pas, en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup d'action en ce moment, Guillaume Bigot. Ah oui, il y a 2 éléments dans cette politique de retraite qui ont été annoncés. Il y a l'élément d'allongement de la durée de cotisation et il y a l'élément de revalorisation. Bon, c'est assez attendu. Avant les élections, on passe à la partie sympathique, si vous voulez, de la réforme, c'est-à-dire l'indexation des pensions sur l'inflation. Et on va passer aux choses sérieuses après. De fait, vu le temps qui a été pris pour nommer le gouvernement, même s'il y avait la promesse de le faire tout de suite dans la foulée, parce que c'est quand même une réforme qui a été pensée, empaquetée il y a longtemps. Je pense que le gouvernement a été nommé trop tard pour le faire. Avant les élections, c'est pas très opportun non plus. Pendant l'été, où on accuserait le gouvernement de faire ça en catimini, donc c'est forcément à la rentrée. Ça, c'est pour le timing. Il y a quand même quelque chose qui mérite d'être souligné, c'est qu'on est en pleine inflation exogène, etc. Grosso modo, les retraites, elles, vont être indexées sur l'inflation, mais pas les salaires. C'est-à-dire que les forces vives du pays, les gens qui créent de la richesse, les gens qui sont le cœur de notre démocratie, etc., non. Donc on voit bien qu'on sert l'électorat. C'est un peu les marcheurs blancs, si vous voulez. Voilà, les marcheurs blancs de Macron. On va refaire ce petit mot. C'est très important. C'est pas la Startup Nation, c'est l'EHPAD Nation dès le départ. Merci à tous les 3. On aura l'occasion d'en reparler. La France s'ennuie, mais la France s'inquiète. J'amende. Effectivement, vous avez raison, Vincent Trébolet de Villers. Merci Guillaume Bigot. Merci Jean-Christophe Gallien. Bonne journée à tous les 3.